Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Je suis ravie de publier aujourd'hui le 10e épisode du podcast Nouvelle Conscience. Pour l'occasion, je vous propose de gagner le premier tome de la quadrilogie de Stéphane Sillinger par un curieux hasard. Pour cela, il vous suffit de vous abonner à nos deux comptes respectifs, celui de Stéphane Sillinger et celui de Nouvelle Conscience Podcast, d'identifier deux de vos amis en commentaire et de partager la publication en story. C'est parti, bonne chance! Encore une fois, je souhaitais vous remercier pour vos retours, pour vos commentaires et d'être toujours plus nombreux à me suivre sur Instagram et à m'écouter. C'est grâce à vous que j'ai envie de continuer dans la construction de cette nouvelle conscience. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bienvenue et merci d'avoir accepté de venir parler à mon antenne. Avec plaisir. Je vais d'abord te présenter avant que nous commencions cet échange. Donc Stéphane, tu fais partie de ceux qui ont eu plusieurs vies. Celle du sportif de haut niveau jusqu'à l'âge de 21 ans, puis celle du gestionnaire de fortune en Suisse et en France, auprès des dirigeants d'entreprises et des célébrités. Finalement, tu as préféré délaisser ces vies-là au profit d'une meilleure connexion à toi, au monde. Après plusieurs expériences avec les plantes sacrées et également l'apparition répétée de curieux hasards, tu te lances alors dans l'écriture anonyme sur ta page Facebook, avec la seule volonté de proposer une approche différente du monde, en dehors des considérations matérialistes. C'est dans cette nouvelle vie que Stéphane, tu as commencé ton travail d'accompagnement et d'écrivain, relayé par une communauté qui avoisine aujourd'hui les 30 000 abonnés et par la sortie de 3 romans et bientôt le 4e. Donc encore une fois, je renouvelle mes remerciements Stéphane pour ta présence. Et je souhaiterais te proposer cette première question qui concerne ton accompagnement. Donc je souhaiterais faire un parallèle entre l'accompagnement que tu proposes aujourd'hui et celui d'avant, puisque dans tes autobiographies, en tout cas sur ton profil LinkedIn et sur ton site internet, tu parles de la dimension spirituelle et psychologique qui était centrale et indissociable de l'accompagnement, donc de la gestion de fortune. Donc, comment s'exprimer ces dimensions-là, selon toi, dans un monde qui, à première vue, pourrait paraître très matérialiste, justement, et en dehors de considérations spirituelles et même humanistes par la psychologie? Eh bien, comment elle s'exprimait souvent de manière inconsciente. C'est-à-dire que quand j'avais un client, par exemple, qui souhaitait vendre son entreprise, ça résonnait souvent avec un changement de vie. Où c'était une manière de dire, parfois, parfois de manière très explicite et parfois pas du tout, mais c'est une manière de dire je veux plus de sens. J'ai traversé ma vie à gérer une entreprise, à employer des gens, à gagner des parts de marché, à être dans l'innovation, peu importe la forme que ça pouvait prendre. On arrive tous à un moment de notre vie où on a envie de changement, où on a fait le tour de quelque chose. Et en l'occurrence, vu qu'on est dans des considérations ici, qu'on était dans des considérations financièrement importantes, c'est quelque chose toujours qui tournait autour de la commercialité, qui tournait autour du business, qui tournait autour des chiffres, du matérialisme. Et à un moment, on se rend compte que, très souvent d'ailleurs, cette suractivité professionnelle est le symptôme d'une forme de fuite. La fuite de ce qu'on n'a pas voulu voir, par exemple,
ou de ce que nous ne sommes pas prêts à voir. Il arrive un moment, alors c'est souvent dans le métier que je faisais, c'est souvent entre 50 et 70 ans, où les gens disent bah, j'ai envie de changer de vie. Et alors ça dépend de personne en personne. Il y avait des gens qui étaient en mesure de dire j'ai envie de plus de sens, j'ai envie de tout vendre et de m'acheter une cabane dans les bois, ou j'ai envie de tout vendre et de faire le tour de l'Inde à pied. Et puis certains, c'était plutôt j'ai envie de tout vendre et de repartir dans une nouvelle aventure entrepreneuriale. Quoi qu'il en soit, lors de cet accompagnement qui consistait à favoriser la cession et aussi de s'occuper financièrement, on va dire, bancairement parlant, du fruit de la cession, ça consistait à accompagner le dirigeant dans sa réflexion et dans sa volonté de passer un cap. Donc, en fait, on rentrait surtout dans ce métier-là qui n'était pas toujours rose. Il s'agissait, en tant que gestionnaire de fortune, de se placer en tant qu'interlocuteur privilégié de la personne qui allait nous confier sa fortune issue de la cession de l'entreprise. Et de ce fait, on ne pouvait pas s'exonérer de considérations psychologiques ou spirituelles, puisque ces métiers-là sont de la psychologie et dans une certaine mesure de la spiritualité. Ce qui est important de noter ici, c'est que la psychologie est une approche très occidentale qui presque s'oppose à la spiritualité, qui est une approche beaucoup plus orientale. Et la question aussi, c'est comment est-ce qu'on fait Mmh. ce lien entre ces deux approches qui parfois semblent s'opposer, une qui est finalement très mentale, qui procède de l'ego, et l'autre qui procède de choses qui sont liées à l'âme, liées aux émotions, liées aux sensations, liées à une pratique interne, à une discipline, à une introspection. Et donc voilà, en essayant de répondre à la question sur quoi j'ai dérivé, c'est ce lien entre spiritualité et psychologie, et le lien entre l'approche d'avant et l'approche d'aujourd'hui. Et en fait, très souvent, ça consiste à établir des ponts. Voilà. Et est-ce que à l'époque, tu étais en mesure, alors que tu n'avais pas encore peut-être eu cette ouverture, aux synchronicités que tu nommes donc souvent, curieux hasard, on pourra en parler par la suite. Est-ce que tu avais eu cette, prise de conscience que l'accompagnement justement avait une ampleur qui dépassait l'accompagnement bancaire? Tu pouvais déjà nommer, la spiritualité, la psychologie dans ton travail ou ça t'est venu après en y réfléchissant? Non, c'était toujours quelque chose de très saillant, de très présent. Après, dans le milieu bancaire, ou on va dire euh, les grands établissements bancaires dans lesquels les pratiques sont quand même très 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 encadrées, où il n'est pas souhaitable, par exemple, que le gestionnaire de fortune en question établisse un lien plus ou moins intime ou plus ou moins proche avec ses clients. Ce sont des choses qui ne sont pas du tout mises en avant, mais dont on ne peut pas vraiment se passer quand on souhaite faire ce genre de métier à peu près moralement. L'idée, c'est quand même de servir la personne qu'on a en face de nous. Et comment peut-on servir la personne en face de nous si on n'épouse pas ces considérations spirituelles ou psychologiques? Alors spirituelles dans une moindre mesure, surtout en Occident. Et quand je dis spiritualité, je ne parle absolument pas de religion, mais de choses qui sont de l'ordre de la connectivité entre deux êtres, hein. On pourrait parler de circulation d'énergie, par exemple. Et bien sûr, ces considérations psychologiques, puisqu'il s'agit, lors de cet acte quasiment commercial, qui consiste à établir un contrat pour gérer la fortune d'une personne, qui va donc nous faire confiance, on ne peut pas passer à côté de ces freins, de ces limites psychologiques, de ces ressorts, et des choses comme ça. Et puis bien sûr, ça vient résonner avec la nôtre, avec notre psychologie, notre spiritualité. Donc Mmh. c'est quelque chose dont j'avais pleinement conscience, mais c'est que vers la fin où il ne s'agissait pas seulement d'en prendre conscience, mais d'en percevoir toute la profondeur et le caractère absolument fondamental de cette chose-là. Pourquoi? Parce que je me rendais compte Mmh. beaucoup, très souvent, que le milliardaire ou le millionnaire plutôt qui devait vendre son yacht suite à un contrôle fiscal était quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus malheureux que les gens qui n'avaient rien. Donc en fait, la notion de bonheur était aussi complètement indépendante de la surface financière de la personne.
Et donc, ben, c'était quoi le bonheur? Mmh. Le bonheur, c'était ou s'est manifesté dans la capacité à être conscient de ce qui est en train de se dérouler et être conscient de la chance qu'on a d'être en vie. Et effectivement, certains de mes clients dans mon passé professionnel arrivaient à rentrer en contact avec ça, et c'était aussi parfois la raison pour laquelle ils changeaient de vie. Parce qu'ils s'étaient rendu compte bah, que voilà, avoir 500 employés et bosser 80 heures par semaine, c'était pas forcément ce qui contribuait au bonheur, et rajouter un zéro de plus à son compte en banque non plus. Et donc Oui. c'est là où a commencé à émerger dans cette quête qui ne devrait pas d'ailleurs en être une, hein, puisque le bonheur est le chemin et non pas une destination. Donc le bonheur n'est pas à quêter, il est à vivre. Dans cette quête, c'était ça, c'était de se rendre compte que il est complètement indépendant de considérations financières. Donc en fait, les considérations psychologiques et spirituelles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus centrales que tout le reste pour celui qui est en recherche d'une forme de bonheur ou de vérité. Mmh. D'accord. Et est-ce que c'est quelque chose dont tu pouvais parler facilement avec, ceux qui travaillaient dans ton entreprise, ou ça a été un cheminement, une prise de conscience très, introspective qui t'a conduit justement après à quitter ce poste? Alors, il y a eu quelques exceptions dans mes collègues de travail avec des gens qui étaient en mesure de relativiser sur leur position, puisque c'était des positions qui étaient quand même assez marquées par une forme de prestige, de pouvoir et bien sûr de paraître. Et effectivement, passé un certain âge, on se rend compte dans ce milieu-là que les gens commencent à prendre du recul sur les responsabilités qu'on leur donne, et se rendent compte en fait du simulacre qu'est en général ce genre de carrière. Et donc, il arrive aussi qu'avec des clients qui étaient complètement ouverts à ce genre de perspective, on arrivait à rentrer dans le fond des choses, et finalement, si on peut appeler ça des succès professionnels, mes plus grands succès professionnels ne se sont pas faits autour de considérations financières. C'est souvent des gens avec qui j'ai pu connecter énergétiquement et intimement d'une manière profonde, où on s'est rendu compte bah, que voilà, il fallait qu'on travaille ensemble parce qu'on avait en face de nous un humain qui avait la même appréhension de l'existence, la même perception de l'existence, et que ça valait bien plus que toute forme de paraître ou de connaissances techniques. Mmh. Ça devait être magnifique justement de réussir à crever l'abcès, à casser la carapace et à justement établir ce lien, cette énergie avec une personne qui ne venait pas pour ça, et voir que voilà, sa demande dépassait la considération, juste, matérielle. Ça devait être de beaux moments. Oui, c'est exactement ça. C'est ce qui m'a permis de tenir dans les dernières années, c'est chercher la profondeur dans ce monde de paraître. Mais pour répondre à un aspect de ta question précédente, effectivement, c'était quand même un grand chemin d'introspection, un chemin qui se fait seul. Mais est-ce que c'est pas ça aussi la quête spirituelle ou le chemin spirituel? C'est Jung qui dit, hein, celui qui regarde à l'extérieur rêve, et celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et donc, euh, Mmh. si on pousse la réflexion et l'interprétation un petit peu plus loin, ce qui arrive souvent dans les gens qui me consultent, et donc ce qui m'est arrivé également dans ma carrière, c'est on s'avance tous et on se dirige tous vers l'insupportable. C'est-à-dire qu'on pourrait même aller jusqu'à interpréter que j'ai à un moment, un certain niveau de conscience dans ma vie, lors d'un certain niveau de conscience, choisi le chemin vers l'insupportabilité qui m'a permis d'éclore à une forme de spiritualité. Mais cette éclosion ne peut se faire qu'avec une pression externe extrême. Donc il a fallu que je me baigne dans un milieu et dans une atmosphère où tout ça a été profondément renié et rejeté, pour sentir émerger et éclore une force contraire à l'intérieur qui à un moment donne l'impulsion nécessaire, la force nécessaire Mmh. pour sauter dans le vide. D'accord. Et tu penses que ce chemin-là, justement, est ta caractéristique, ou que c'est une constante qu'on peut retrouver, c'est-à-dire justement une atteinte d'un ras-le-bol, qui on n'est plus aligné avec notre être pour émerger notre pleine conscience, ou tu crois que voilà, ça dépend des individus? Tu as pu voir des schémas comme ça? Alors bien sûr, ça dépend de tout le monde, et c'est le chemin de tout le monde. Cependant, quand on lit un petit peu
les magazines autour du développement personnel ou ce qui se passe un peu sur Internet à travers des podcasts. Il y en a beaucoup qui parlent quand même de changement de vie et on se rend compte que ces changements de vie interviennent quand même de plus en plus tôt. Parfois même avant la trentaine, où les gens qui s'engagent dans des études qui correspondent plus à leurs parents qu'à eux, par exemple, ou qui s'engagent dans un métier qui ne correspond finalement plus à rien. Et certaines personnes s'en rendent compte très très tôt. Moi, j'ai mis presque une quinzaine d'années à m'en rendre compte qu'en fait, ma carrière correspondait plutôt à un besoin de sécurité, un besoin de création de sécurité illusoire à travers le pouvoir et l'accumulation matérielle. Euh, mais souvent, effectivement, quand on regarde les tendances qui sont en train d'émerger face aux limites que rencontre ou que nous font rencontrer la société, c'est ce genre de bascule et de révolution intérieure qui intervient de plus en plus entre la trentaine et la quarantaine. D'accord. Et pour revenir un peu plus aux accompagnements que tu proposes aujourd'hui, tu parlais de pont tout à l'heure entre les différentes pratiques que tu pouvais proposer dans le passé et les accompagnements que tu proposes aujourd'hui. Selon toi, quels sont ces ponts et quels liens observes-tu entre ces différentes formes oui, d'accompagnement, de suivi? Alors je dirais, le pont le plus évident, c'est une forme d'empathie, c'est-à-dire d'essayer de trouver la position qui me permette d'entrer en totale relation avec la personne pour servir la personne au mieux, puisque c'est à ça que je sers en fait. Euh, Ça, c'est le pont le plus évident. Mais pour parler de pont, il s'agit toujours d'établir un pont de l'extérieur vers l'intérieur. Il se passe des choses à l'intérieur de nous. Souvent, très souvent, on ne les comprend pas. Donc, comme ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui est issu d'un nombre incalculable de paramètres et de facteurs, n'est pas conscientisé, on agit à l'extérieur dans nos vies de manière inconsciente. Et Jung dit par exemple tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Et alors on dit, oh là, c'est le destin. Comme ces gens qui disent, bah, voilà, par exemple, je ne tombe que sur des mecs, dans un couple, je ne tombe que sur des mecs qui me trompent, par exemple. La question, c'est qu'est-ce qui en toi vient, quel est le ressort et le mécanisme inconscient qui vient attirer toujours cette même expérience de la trahison. Et ça peut s'exprimer avec énormément de scénarios, comme des gens qui se font rejeter, des gens qui se font abandonner, des gens qui se font emprisonner. Il y a toujours une part inconsciente de nous qui vient générer des mécanismes externes, et ces mécanismes, ces réactions et ces comportements externes viennent conditionner nos interactions avec les autres humains. Mais leurs sources ne prennent que leur source, la source de ces mécanismes se situe dans notre conception du monde, dans notre vision intérieure du monde. Si je crois que les gens sont violents, je vais faire l'expérience de la violence dans la vie. Si je crois que les gens ne sont pas fiables, je vais faire cette expérience-là. Mm. Donc voilà le pont qu'il convient d'établir, pour parler d'un autre pont, pas forcément de mon ancienne carrière à la nouvelle, si toutefois on pourrait appeler ça une carrière, mais le pont qui est nécessaire, c'est entre l'intérieur et l'extérieur, entre le subconscient ou l'inconscient et le conscient. D'accord. Donc, donc toi, tu mettrais le conscient à l'extérieur dans nos actions, c'est ça, d'après ce que j'ai compris. Non, de manière un petit peu plus exacte, nous sommes dirigés par notre inconscient. Et plus nous rendons l'inconscient conscient, plus les choix que nous faisons dans la vie deviennent cohérents avec ce que nous voulons. Hmm. C'est un grand raccourci, mais c'est de cet ordre-là. L'extérieur est le reflet de l'intérieur. D'accord. Et est-ce que justement, dans les accompagnements que tu proposes et même dans tes écrits, est-ce que tu essaies d'accompagner les gens pour que leur inconscient éclot, pour justement les relier à leur inconscient? Est-ce que c'est une partie de ton travail maintenant? Oui, c'est une partie de l'accompagnement que je propose, c'est-à-dire à travers un jeu de questionnement et on va dire de connexion à l'autre par
quelque chose. Alors c'est toujours très, très abstrait quand on parle d'énergie, de vibration ou de choses comme ça. On arrive à se mettre sur la même fréquence que l'autre, plus ou moins consciemment d'ailleurs. Et à travers un jeu de questions et à travers ce que cette personne exprime et surtout à travers ce qu'elle n'exprime pas ou ce qu'elle ne veut pas exprimer, on peut arriver à faire ressortir les ressorts inconscients qui viennent conditionner le rapport que cette personne a avec le monde. Et c'est très souvent par la nature du rapport qu'elle a avec le monde et dans ce qu'elle a envie de changer que c'est sur ce constat-là que les gens viennent consulter, en fait. Ça ne Mmh. me plaît pas dans ma vie, j'aimerais le changer, j'aimerais me libérer de cette addiction, j'aimerais sortir de cette dépendance affective, j'aimerais sortir de ce couple, de cette relation toxique, etc. Il y a une infinité de sujets pour lesquels on me consulte. Euh, Ce qui empêche les gens de bouger librement se situe toujours dans un mécanisme inconscient, parce que s'il était conscient, il bougerait. Donc la question, c'est d'aller creuser sur les ressorts inconscients, et ça se fait par un jeu de questionnement qui amène la personne à accoucher de choses qu'elle ne peut pas faire d'elle-même à elle-même, hein. Mmh. D'accord, on a vraiment besoin de quelqu'un de l'extérieur ou de quelque chose, d'un événement ou c'est forcément une personne Alors, bien pour, sûr, le rôle de l'événement, souvent, il arrive que les gens ne souhaitent pas faire face à la problématique que la vie leur propose. Et ce que nous ne conscientisons pas se reproduit toujours, en fait. On est amené à refaire et à répéter les mêmes schémas. Et chez certaines personnes, quand ce genre de tension est très très forte, et très enfouie, ça peut se manifester par un événement extérieur comme un accident, un traumatisme, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un accident de ski, un accident de voiture, ça peut être une rupture, ça peut être une maladie, souvent que le corps exprime. Et effectivement, ces événements peuvent être des déclencheurs. oui. Et d'après ce que j'ai pu lire et également ce que tu dis, d'après ce que tu dis, voilà, tu ne vas pas utiliser une technique, tu ne te mets pas dans une case d'hypnothérapeute, de psychologue, mais c'est plutôt voilà l'empathie et ce que tu vas ressentir qui va guider ta relation à l'autre finalement. C'est ça? Alors oui, avec la volonté d'être le moins directif possible, de ne pas perturber le chemin de la personne avec mes propres travers. Donc ça nécessite d'observer ce qu'on appelle le contre-transfert, Mm. euh, et, et, et d'être conscient. Donc en fait, plus je me connais, plus je suis en mesure d'être pertinent avec l'autre. Il y a quelque chose qui est très à la mode en ce moment, on appelle ça la clairvoyance. J'aime pas trop le terme parce qu'il y a une notion de voyance, il y a une notion de médiumnité à l'intérieur. En fait, il s'agit de se connecter et d'écouter son intuition. Notre cerveau perçoit énormément plus de messages que nous n'en prenons conscience. Donc le cerveau perçoit un certain nombre de messages qui dépassent la sensorialité, d'accord, qui dépassent nos cinq sens, qui est de l'ordre du vibratoire, qui est de l'ordre des énergies, Mm. et il n'en traite que 10%. Et dans ces 10%, il n'y a que 10% dont nous pouvons être vraiment conscients. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe sur tout ce qui n'est pas vraiment traité? C'est quand même intégré par le corps, c'est quand même vécu comme une caisse de résonance. Mm. Pour peu qu'on porte attention en tant que thérapeute, pour peu qu'on porte une attention dans ce qui se passe dans notre corps et qu'on ne laisse pas l'ego et notre propre contre-transfert intervenir là-dedans, on peut arriver à se connecter à quelque chose qui nous dépasse, qui est de l'ordre du spirituel et qui permet d'accéder à une forme d'intuition. D'accord. Et certaines personnes vont appeler ça autrement, vont appeler ça la clairvoyance ou la médiumnité. Pour moi, ça n'a rien de médiumnique, ni rien de clairvoyant. C'est juste porter son attention sur ce que le mental et l'ego ne perçoivent pas. Et Mm. de ce fait, ça donne lieu parfois à des
a des intuitions très fortes qui souvent s'avèrent très justes et qui résonnent avec la personne. Et c'est ce que j'appelle entrer en résonance avec quelqu'un et dans un monde où on n'entre plus en résonance entre nous. Parfois même, on forme des couples où on couche ensemble sans jamais se rencontrer. Et l'idée, c'est de se rencontrer d'aller consommer la tension ou d'aller expulser ou se débarrasser de cette tension entre les gens qui est en fait le refus de se rencontrer vraiment. Là, l'idée, c'est de se rencontrer et d'entrer en résonance pour pouvoir justement essayer de faire quelque chose de pertinent dans une interaction thérapeutique. D'accord. Tu parles beaucoup d'une mystérieuse intelligence universelle. Est-ce que cette intuition fait partie de cette intelligence universelle? Et pourrais-tu, s'il te plaît, expliquer ce terme? Alors, expliquer ce terme. Alors, je me suis rendu compte que souvent, lorsque je parlais d'intelligence, les gens comprenaient quelque chose de finalement très mental, très cérébral, finalement très intellectuel, alors que le mot intelligence englobe une infinité de nuances, qui est en fait l'acte de faire intelligence, c'est-à-dire d'être en mesure d'interagir avec son environnement et pourquoi pas d'y distiller une forme d'intention. euh, et plus on pénètre la profondeur des liens qui nous lient au vivant et à la vie et à cette expérience qu'est la vie, plus on rentre dans des strates profondes de compréhension, de perception et d'intuition sur tout ce qui nous arrive, et, et plus on rentre en contact avec le sentiment qu'il y a une intelligence derrière tout ça, c'est-à-dire que tout ça a un sens. On pourrait traverser la vie et se dire qu'il n'y a aucun sens, et du coup ne faire aucun sens dans ce qu'on fait, ne donner aucune direction à ce qu'on fait. Plus on y met du sens, plus tout prend du sens. Hmm. Et en Oui. fait, dans mon parcours qui est le mien, à travers les plantes sacrées notamment, à travers le chamanisme, à travers beaucoup de méditation, je ne peux plus renier le caractère absolument quasiment outrancier de cette intelligence qui dirige les événements. Et que tout a un sens, tout a une raison, tout arrive pour une raison. Et en fait, c'est là où on peut commencer à parler du lien entre notre inconscient, à la fois individuel et à la fois collectif. Nous sommes tous reliés par une dimension, dans une dimension énergétique à un niveau inconscient. Je dis souvent la somme des âmes dans l'univers est égale à 1. Il n'y a qu'une seule âme dans l'univers. Il n'y a pas ton âme, il n'y a pas mon âme. C'est la même chose qui anime nos sacs de viande et d'os, en fait. Et l'ego est ce programme qui vient se greffer sur sur ce, euh, sur ce système d'exploitation qui est la conscience. Et donc il y a un logiciel qui vient se greffer là-dessus, pour prendre l'analogie informatique, qu'on appelle l'ego, et qui nous permet de considérer notre individualité. Toi et moi, nous ne sommes pas la même personne, et c'est ce qui va nous permettre d'interagir. À un niveau plus profond, l'ego, c'est ce qui va permettre à l'intelligence universelle, ou au vivant, ou à la source, ou à ce que certaines personnes vont appeler Dieu, ou à l'univers, peu importe comment on l'appelle, c'est ce qui va permettre à chaque fois à cette énergie qui circule à travers nos véhicules de chair de faire une expérience différenciée de l'existence depuis un autre point de vue. Hmm. Donc, tu es toi, l'univers qui s'expérimente lui-même à travers une forme humaine pendant une très courte période. L'ego te permet de faire l'expérience de cela de manière complètement individuelle et différenciée. Moi aussi, j'ai un ego qui me permet de faire l'expérience complètement différente. Et cela va donner une multiplicité d'expériences à ce vivant, à cette intelligence universelle, à cet univers qui s'exprime à travers nous, et venir en enrichir la jouissance que le divin souhaite faire de l'expérience à travers nous. C'est beau, enfin, ça me fait beaucoup réfléchir, ça pose tellement de questionnements. Euh, d'accord. Donc tu disais que c'était le divin qui souhaitait faire l'expérience à travers nous. Donc ça donne encore plus de sens finalement, en tout cas quand on entend cette phrase, parce que c'est comme, ça me fait penser à la réincarnation.
comme si notre âme avait choisi ce corps, cet ego, pour vivre une expérience. Mhm. Là, ça peut être un petit peu compliqué de rentrer dans les détails, puisque, mais on peut essayer. C'est juste qu'on essaye d'enfermer en mots des choses qui normalement ne se décrivent pas, mais se vivent à travers, Mm. euh, à travers plusieurs pratiques, et c'est ce que les grandes traditions nous enseignent depuis 3000 ans, en déformant des expériences personnelles à travers des livres et à travers des mots. Et donc, dès qu'on est dans les mots, on va s'éloigner de quelque chose de fondamentalement de transcendant et que j'appelle l'expérience directe. Mais encore une fois, dans ce que tu dis mon âme. Mais en fait, c'est l'âme, avec un grand A. Et c'est l'ego Mm. qui vient limiter notre perception de cela, puisque l'ego, sa raison d'être, c'est de permettre notre individualité, notre différenciation, de sorte à nous permettre d'interagir avec autrui. Et donc Mm. certaines personnes qui sont sur un chemin spirituel veulent tuer l'ego. Et c'est fortement contre-productif parce que ça nous empêcherait de vivre, puisque c'est l'ego qui me permet d'interagir avec l'existence en tant qu'entité et non pas en tant qu'âme complètement dépersonnifiée qui n'a plus aucune existence et qui ne peut plus rester attachée au corps sans le processus de l'ego. Donc certaines personnes veulent tuer l'ego, alors qu'en fait il s'agirait de déplacer l'ego du rang de maître au rang d'outil. Et donc il y a cette phrase qui dit l'ego est un très mauvais maître et un très bel outil, Mm. ou un très bon Oui. serviteur. Et donc, Mhm. pour faire une comparaison ou une analogie, l'ego chez l'humain, c'est comme les griffes chez le tigre, c'est comme la carapace chez la tortue ou les épines de la rose. C'est un outil qui permet la survie. Si la carapace de la tortue est trop grande, elle ne peut plus se déplacer, elle meurt, et si elle est trop petite, elle est perméable et fragile à la prédation venue des airs. Mm. Et donc elle se met en fragilité aussi. Et donc l'ego doit être justement dimensionné pour nous permettre de nous déplacer, d'interagir et à la fois de survivre et de permettre à la vie de subsister à travers nous, puisque nous permettons à la vie, au vivant avec un grand V, de faire l'expérience d'elle-même à travers cette existence. Mm. J'aime beaucoup ce que tu proposes, comme quoi c'est déjà en ayant un rapport à notre ego sain, c'est ce qui va nous permettre de mieux s'insérer dans la vie. C'est-à-dire que, et montrer à quel point nous sommes interdépendants dans un rapport sans cesse voilà, d'interrelation. Et c'est vraiment ce que je veux faire passer dans ce podcast. Donc vraiment, merci énormément Stéphane. C'est-à-dire notre lien entre le je et le nous, c'est en ayant un rapport sain avec nous-mêmes que l'on peut le répandre avec l'univers, avec le monde, et qui va résonner comme ça en fonction de notre résonance. Oui, alors ce à quoi ça me fait penser, c'est dans le bouddhisme, on appelle ça la bodhicitta. La bodhicitta, c'est accéder à son propre éveil, d'abord, pour le bien-être de l'humanité. Donc en fait, on pourrait presque, en tirant un petit peu sur la corde, parler d'un sain égoïsme, d'un égoïsme sain. L'égoïsme, en fait, tout le monde croit que c'est penser à soi d'abord, mais le vrai égoïsme, c'est vouloir que les autres se comportent en notre faveur, c'est vouloir manipuler ou déformer l'autre pour notre propre intérêt. Mais penser à soi d'abord, en ayant conscience que si moi je vais bien, je vais pouvoir rayonner tout cela à l'extérieur. Là, on est sur une dimension qui procède de l'ego, mais qui bénéficie au plus grand nombre. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai été doté d'un ego, c'est pour favoriser ma survie, à condition que ma survie serve le plus grand nombre. Et on se rend compte aussi dans notre comportement, enfin en tout cas je me suis rendu compte dans ce chemin de vie, et c'est ce que j'essaye de transmettre, c'est tant que je fais quelque chose pour mon propre profit, sans le faire circuler, sans en faire bénéficier le vivant au sens large du terme, tout ce qui va m'arriver en termes de providence, de curieux hasard, de synchronicité, de belles rencontres, va commencer à s'assécher. Mm. C'est comme un arbre qui enverrait de la sève ou des ressources à la branche qui est la plus exposée au soleil et va laisser mourir tout ce qui ne va lui servir à rien finalement. Et donc cette intelligence universelle, je prends
j'ai ce parti pris de dire que dès lors qu'on se met à disposition du plus grand nombre, sous-entendu dès lors que, en tant qu'individu, on se met au service du vivant, eh bien, il y a des choses magiques qui commencent à nous arriver. Et ces choses magiques, et on pourra développer la définition de magie, mais ces choses magiques prennent le nom, chez Jung par exemple, de synchronicité, chez moi de curieux hasard, et ça nécessite, c'est indispensable que cela bénéficie au plus grand nombre. Donc en fait, c'est une histoire de circulation. Il faut faire circuler ce qu'on reçoit. Si on en arrête le bénéfice à notre propre personne, le robinet va se couper. Oui, donc on va le sentir, on va le voir si, si on n'est pas sur le chemin justement qui nous permet de nous accomplir à ce moment-là, à un moment donné, sur notre voie. Dans cette écologie de la circulation de ce qui nous permet d'être heureux, circulation de l'énergie entre deux personnes ou entre soi et l'univers, il y a l'idée qui consiste à dire je me sers dans cette circulation, je ponctionne ce dont j'ai besoin pour pouvoir continuer à vivre, parce que le simple fait que je continue à vivre heureux, si je suis tourné vers le bénéfice du vivant et non pas mon seul bénéfice, le simple fait que je continue à vivre heureux en me servant dans la circulation de cette énergie va favoriser le plus grand nombre. Et le robinet ne s'arrête jamais, c'est une source de bonheur et qui est inépuisable en fait. Oui, c'est important, je pense, de souligner cette idée que voilà, c'est inépuisable et que on peut toujours partager plus, que ça ne se divise pas, mais ça se multiplie sans cesse. Je pense pour ceux qui auraient peur justement, puisqu'on voilà, le modèle ne nous véhicule pas, le modèle dans lequel on vit ne nous véhicule pas ce genre de message toujours, donc c'est important, je pense, de le rappeler. Donc merci. Avant de nous quitter, Stéphane, je souhaiterais te poser la question finale du podcast, à savoir la signification pour toi du titre du podcast, Nouvelle conscience. Quand tu le lis, quand tu l'écoutes, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors, j'ai pas réfléchi à la question, donc nouvelle conscience. Ça me ramène à cette phrase qui dit la définition de la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'en attendre un résultat différent. Donc, quand on regarde un petit peu l'état du monde, quand on regarde ce qui est en train de se passer, on se rend compte que c'est le fruit d'un certain niveau de conscience. Et que si on veut changer les choses, il va falloir une nouvelle conscience. Voilà comment je le comprends. C'est peut-être un petit peu le level up de la compréhension des choses. Et effectivement, en partageant, et je te remercie, en partageant ce genre d'idées, c'est un peu ça, déjà, c'est ce dont je parlais, c'est ça, faire circuler l'énergie, en fait. C'est le même principe que ce que j'appelle les curieux hasards. Quand je, par exemple, publie un texte en ligne, sur les 40 000 personnes, il y a forcément 5% des gens à qui ça va parler. Et effectivement, ces 5% des gens vont raisonner. Et ce que tu es en train de faire là, eh bien, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les gens qui vont nous écouter, il y a peut-être 10% des gens pour qui ça va parler, et ça va vraiment résonner, il va vraiment y avoir un impact. Et donc, j'imagine que c'est ça, accéder à une nouvelle conscience, c'est de rendre disponible la sagesse des uns et des autres. D'accord. Oui, ça convient tellement pour ce médium-là, pour ce médium du podcast. Bon, notre échange s'arrête ici. Et vous pouvez suivre Stéphane sur sa page Facebook, sa page Instagram par un curieux hasard, également sur son site internet. Donc, tu proposes des accompagnements, des stages, la vente de tes livres également. Donc, voilà, si vous voulez prolonger votre échange avec Stéphane, c'est possible par ces biais-là. Merci d'être arrivé jusque-là, jusqu'au bout de l'épisode. Si vous souhaitez poursuivre l'aventure, vous pouvez très bien me laisser un commentaire, je serai ravie de vous répondre et de publier vos témoignages. N'hésitez pas à me suggérer des idées de personnalités, d'initiatives, de projets, de lieux qui selon vous portent une vision humaniste du monde, où l'espoir est possible alors que le contexte qui nous environne
reluit de difficultés et de marasme. Je serai ravie d'échanger avec vous à ce sujet, je serai ravie de lire vos commentaires et n'hésitez pas également à mettre des étoiles sur les différentes plateformes de téléchargement. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous, soyez radieux et ayez confiance en ce que le destin, la vie nous emmène si on le souhaite au plus profond de nous. À bientôt!